Enfin, je veux dire, à un moment, c'est insoutenable. Donc je pense qu'il y a aussi de la part d'organismes extérieurs que sont des fédérations sportives ou quoi que ce soit, une prise en compte par leurs dirigeants de ce contexte dans lequel les collectivités et les gestionnaires de bâtiments évoluent et ne pourront plus suivre sur des investissements aussi durs que ça. Et une buvette, il faut que le bar il soit à telle hauteur, et s'il y a 1 centimètre de trop, on donne pas l'homologation, et si la ligne elle est pas rouge au lieu d'être bleue, ça va pas, ah ça va mieux. Si la ligne est rouge au lieu d'être bleue, ça va pas, enfin je vous passe les détails. Donc à un moment, il y aura aussi ce travail-là. Et il y a un moment où on devra peut-être dire nous aussi non. On devrait peut-être dire non à des occupants en disant on n'a pas les moyens d'adapter votre salle ou nos équipements par rapport à vos activités. Comme, clairement, c'est pas qu'on est contre votre activité ou quoi que ce soit, mais on n'a pas le moyen de le faire. Donc voilà une des questions un petit peu sur le patrimoine. Je ne sais pas si ça a répondu clairement sur les enjeux, mais on sera plus aujourd'hui dans une politique de diminution du patrimoine, clairement, que dans une politique d'expansion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des achats qui seront faits, on disait tout à l'heure, par l'EPF ou par la ville, avec des choix stratégiques en termes de préemption. Pourquoi on va acheter telle maison, tel bâtiment? Oui, on va dire, ah bah vous êtes allé dans le patrimoine, mais le but, c'est peut-être d'y aménager une rue, d'y aménager un quartier, d'y faire quelque chose qui ne va pas gréver et faire augmenter les charges de fonctionnement, mais on est obligé de se positionner pour que ce projet puisse se réaliser. On en a parlé prochainement, oui, la ville va se porter acquéreur du patronage. Le patronage est en vente parce qu'on a certainement des projets, non pas de réhabiliter la salle en une salle de réception ou quoi que ce soit, il y a beaucoup trop de travaux, mais peut-être d'y faire un autre aménagement. Un parking, est-ce qu'on va revendre pour y faire des maisons? Je ne sais pas. Le but n'est pas aujourd'hui, mais il y a des positions stratégiques à prendre sur le patrimoine. Mais la gestion du patrimoine, c'est le diminuer pour qu'il nous coûte moins cher et peut-être avoir moins de patrimoine, mais mieux l'entretenir et mieux le gérer. Et la deuxième chose, c'est que s'il y a de l'achat de patrimoine, c'est pas pour installer de nouveaux services, de nouvelles associations ou de nouvelles choses, c'est parce qu'il y a un besoin stratégique de positionnement sur ce patrimoine-là. Voilà un peu pour la question à ce sujet. D'autres questions peut-être? Oui. J'en ai une. Il y a le micro qui arrive 2 minutes, comme ça tout le monde peut entendre et partager un petit peu. J'en ai une, je suis un peu étonné que vous ayez dit qu'il n'y ait pas eu d'études exhaustives sur le patrimoine du point de vue énergétique. Avec Valenciennes Métropole, il y a un bureau d'études qui est passé en 2013, monsieur le 2009, où il y a eu effectivement des propositions de réaménagement pour diminuer les charges de fonctionnement en énergie. Donc vous auriez dû l'avoir. Comment se fait-il que vous nous dites que ça n'a pas été fait? Cette étude a été faite en 2009 par l'AGLO. On a repris le même cabinet qui va nous l'utiliser l'année prochaine, parce que depuis 2009, effectivement, des bâtiments ont disparu, d'autres sont arrivés, dont un important qui est l'ancien collège, et qui font que cette étude-là, effectivement, il y a eu un certain nombre de recommandations qui ont été suivies en termes d'investissement et qui font qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais il y a d'autres recommandations qui n'ont pas été suivies, et c'est normal, on ne peut pas régulariser et faire une politique patrimoniale sur 3, 4 ou 5 ans de manière forte. Donc effectivement, il y a ce diagnostic qui a été fait, mais c'est pas un diagnostic du patrimoine de manière générale, c'était plutôt sur l'aspect énergétique du patrimoine. C'est-à-dire, par exemple, les toitures n'ont pas été prises en compte, ou bien l'occupation, ou quoi que ce soit. Nous, aujourd'hui, on veut faire cet aspect technique, le mettre à jour, mais on veut faire aussi, et là, via nos services, une petite enquête et un petit audit patrimoine sur l'occupation, sur les travaux normatifs. Alors là, on les connaît parce qu'il a fallu poser la DAP, et on a des commissions de sécurité assez souvent qui font qu'on doit se mettre à jour, donc là, pas de souci, mais surtout sur les travaux importants en termes de structure sur le bâtiment. C'est pas un coup de couleur sur les murs, mais de la toiture, de la charpente, des portes, voilà, des choses comme celle-là, en dehors de l'énergétique. Donc effectivement, il y a une étude qui avait été faite par l'AGLO, et c'était le cabinet Bernard à l'époque avec M. Blin qui avait suivi ça. Un certain nombre de préconisations ont été suivies depuis, d'autres non. Le patrimoine, parce qu'on ne peut pas forcément faire, et le patrimoine a évolué depuis, et il faut peut-être le mettre à jour. Les préconisations, ce qui a été fait en termes d'investissement, il faut aujourd'hui le mettre à jour, qu'on ne repart pas d'un document et d'une base faussée. Donc voilà un petit peu pour l'information là-dessus. Monsieur le maire, c'est le terme exhaustif qui m'a plus ou moins déplu. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on n'avait pas examiné l'ensemble des bâtiments communaux en 2009. Si ça a été examiné, et on avait
on connaissait l'ensemble des bâtiments communaux dès 2009 et des investissements à faire. Mais des bâtiments communaux qui ont plutôt une utilisation en tant que RP. C'est-à-dire qu'on a aussi des bâtiments communaux, on a aussi, vous avez le domaine privé communal et le domaine public communal, il y a des bâtiments communaux qui font partie du domaine privé, c'est-à-dire par exemple les anciens logements de fonction des enseignants rue du Quesnoy, ou un certain nombre de maisons qui étaient des conciergeries qui sont aujourd'hui des logements loués. Je pense que c'est important aussi de savoir dans quel état sont ces bâtiments-là, parce qu'aujourd'hui, ils n'avaient pas, effectivement, dans la commande de l'ancienne métropole, ils n'avaient pas été repris, donc c'est important pour nous aussi à savoir, aujourd'hui, il y a un bâtiment, une maison qui rapporte autant de loyers par mois, elle a besoin d'autant de travaux, sur combien de temps on va le rentabiliser, est-ce que ça vaut plus le coût de la céder, est-ce que ça vaut le coup de faire les travaux et de continuer à mettre quelqu'un et d'encaisser un loyer, c'est ce genre de choses, c'est pour ça qu'il faut le compléter. Mais effectivement, cette étude avait été faite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je passe une présentation du diaporama qu'on avait préparé un petit peu. Oui. Moi, je n'ai pas vraiment une question, mais Roland Bouvard, conseiller municipal de Condé-sur-Escaut, n'a pas de piscine, c'est un sujet qui m'est cher, puisque Condé-sur-Escaut, tout à l'heure, vous l'avez dit, la piscine a été supprimée par 2 fois, 3 fois. On a tous les modes de gestion, ça n'a jamais marché. Féliciter quand même cette municipalité pour la piscine qui s'est créée en Civonne au pied prochain, qui est un système à la mode à l'époque. C'est vrai qu'il est devenu maintenant obsolète. Mais je voulais simplement dire ici, aux nouveaux élus, aux anciens, puis surtout aux habitants, c'est que le domaine sportif, c'est un domaine d'abord social pour commencer, générateur d'emploi quand même, générateur d'équilibre social. C'est un des premiers dans le sport, c'est là qu'on peut, à mon avis, former les jeunes et nous qui allons devenir, enfin les gens comme nous. C'est un sujet qui a été oublié par l'agglo. Aujourd'hui, quand on voit qu'on a financé sur les deniers publics de l'agglo le football, la patinoire, l'intérêt communautaire, et que les piscines ne soient pas d'intérêt communautaire, j'ai beaucoup de mal à comprendre la politique de l'agglomération aujourd'hui, au regard de ce que je viens de dire, en termes de catalyseur humain, social, etc. Donc je pense que l'agglo devrait être consciente que là-dessus, il faut une vraie politique globale d'arrondissement, peut-être un peu plus loin. On ne va pas faire une eurométropole non plus comme à Lille, mais quelque part, il me semble que la réflexion des élus aujourd'hui aux manettes, ils sont quand même depuis maintenant 20 ans, qui ont eu des choix, et l'heure n'est pas forcément les nôtres. Je ne pense pas que Pierre Rochin a eu tout ce qu'il aurait pu recevoir de la solidarité valenciennoise, on n'est non plus. C'était du système à l'emporte-pièce, et c'est bien dommage, et je le dis pour que ce soit répété, bien sûr. Alors, juste une réaction là-dessus, effectivement, cette question n'est pas posée à moi directement. À part un bureau communautaire, je ne siège pas forcément à Valence Métropole. C'est un choix dans le cadre de la répartition des uns et des autres dans cette équipe municipale. Il n'empêche que je participe souvent à des bureaux communautaires. Et enfin, je fais tous les bureaux communautaires, puisque les maires, même s'ils ne siègent pas, ils sont invités. Et je prends assez souvent la parole sur divers sujets. Ce qui me fait valoir de temps en temps d'être un petit peu vu comme un vilain canard. Moi, je ne suis pas là pour embêter ou dénoncer ou quoi que ce soit. Je suis là juste pour donner un avis et peser avec le petit poids qui peut être le mien, quoique j'ai pris un petit peu de poids depuis le début du mandat, mais peser sur les politiques communautaires. Mais croyez-moi, en étant seul ou 2-3 personnes, puisque souvent sur mes positions, j'ai rejoint dernièrement, il y a des gens comme Laurent Depagne, où on rejoint nos idées, pourtant on n'est pas forcément de couleur politique similaire, hein, mais bon, je pense que des fois le bon sens politique dépend pas de l'étiquette, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la gestion d'une commune, c'est parce que la commune est d'un côté ou de l'autre, il y a pas des communes à gauche mal gérées ou bien gérées, et des communes à droite bien gérées, mal gérées, voilà, ça dépend de qui on a à la tête et de quelle politique on veut mettre en place. Pour revenir là-dessus, moi je ne peux pas répondre. L'orientation communautaire est donnée par la présidente, son exécutif, et approuvée et travaillée avec les élus communautaires. Pour refaire un historique, il y a un choix clair qui est fait par l'agglo là-dessus et nous a été encore une fois présenté, même si certaines personnes ont manifesté leur mécontentement à ce sujet, non pas un bureau communautaire mais plutôt une réunion sur la thématique sportive, c'est que il y a un choix, il y a un non-lieu, si je peux me permettre, sur les piscines, ou une volonté de se voiler la face sur les piscines. Alors pour quelle raison? Pour nous, c'est une raison clairement financière, puisqu'aujourd'hui, vous avez vu le coût d'une piscine est toujours déficitaire. Et le choix aujourd'hui qui nous a porté, il vaut ce qu'il vaut, chacun a ses arguments, mais le choix qui nous a porté aujourd'hui par les responsables de l'agglo est de dire, nous ne sommes pas là pour gérer des équipements qui coûtent cher, et qui aujourd'hui vont grever nos excédents de fonctionnement qui vous permettront plus de bénéficier
d'aide forte pour vos investissements. Quoique. Donc le choix de l'agglo est de se positionner en disant on ne prend pas la gestion des piscines, mais on va aider les communes qui ont des piscines puisque leur équipement commence à être fatigué et qu'elles ont de moins en moins de moyens. On va débloquer ce qu'on appelle des fonds de concours spécifiques sur des équipements, notamment sur des équipements de piscine. Sauf qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que dans notre cas, il est géré par un syndicat intercommunal et la loi interdit une communauté d'agglo qui a un établissement public de coopération intercommunale de donner une subvention directement à un syndicat intercommunal. Donc on devrait passer par la case commune et les communes reverseraient après au syndicat intercommunal qui gère les piscines. Ça, c'est d'un point de vue juridique. La deuxième chose, c'est qu'il y a une question de voilure et de timing. Aujourd'hui, malheureusement, l'équipement de Valenciennes a disparu. Ça engendre un certain nombre de problèmes. Premièrement, il n'y a plus que 2 équipements pour 35 communes. Et pas 2 gros équipements, on n'a pas des piscines énormes. Saint-Saulve, c'est une ex-tournesol, hein. Il y a un bassin, c'est pas non plus un bassin issu des Jeux Olympiques. Hein. Et la piscine de Quiévrochin, même chose. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup de scolaires ou d'associatifs qui étaient sur Valenciennes ou de communes qui fréquentaient l'équipement de Valenciennes, du fait de sa fermeture suite au sinistre qu'il a connu, sont répartis sur les communes de Quiévrochin et de Saint-Saulve et sur d'autres communes périphériques à l'agglo de Valenciennes et qui font partie de ce qu'on appelle la communauté d'agglo de la Porte du Hainaut. Qui a la même politique, hein. À la Porte du Hainaut, les piscines ne sont pas gérées par les communautés d'agglo. Elles sont soit gérées par des communes, soit par des syndicats intercommunaux intermédiaires. Donc on est dans la même situation. Aujourd'hui, je ne suis pas président de la CAVM, je ne suis pas non plus vice-président et je n'ai pas un poids énorme avec 17 conseillers communautaires ou 15 ou 12 comme certaines communes peuvent l'avoir, pour peser là-dessus. En tout cas, moi je porte la voix de la commune, j'ai demandé plusieurs choses. J'ai demandé premièrement, et la réflexion qui était là était intelligente, de faire un diagnostic de territoire. De territoire, ça ne s'arrête pas à l'agglo, mais de territoire sur l'arrondissement, sur les équipements aquatiques. Pourquoi de territoire? Vous avez des communes Commerny ou Vieux-Condé, ils ont une piscine à Saint-Amand, qui est sur un autre territoire, qui est à la CAPH, et qui fréquente cette piscine-là. C'est-à-dire que demain, une ville qui est à côté d'une autre ville qui ne fait pas partie de la même agglo, mais qui a une piscine, bah, il est logique que cette ville-là va fréquenter cette piscine-là et ne va pas forcément faire de la préférence communautaire. Donc de faire une étude sur le territoire, de faire une étude aussi sur les équipements. Sont-ils en bon état? Quelle est leur capacité? Quel est leur mode de fonctionnement? Certains ont des délégations de services publics, d'autres sont régis en régie. Enfin bon, soit il y a des situations mixtes où il y a de la voie de la régie, il y a de la délégation de services publics. Mais comment on gère ce genre de choses? Et comment demain on peut développer un audit aussi des besoins sur le territoire, les besoins scolaires, puisque c'est une compétence obligatoire, les besoins aussi associatifs et les besoins en termes de public ludique. Voilà un petit peu ce que j'ai demandé dernièrement. Bon, ça date d'il y a un mois. À Valenciennes Métropole en 2012, où les communes ont pu rendre à un cabinet payé par Valenciennes Métropole l'état des équipements sportifs. Oui, ça s'est été fait, ça a été présenté. Moi, j'ai demandé simplement de faire un point direct sur les piscines. À partir de là, ça a été fait sur tous les équipements, salles de sport, terrain de foot, etc. Mais moi, j'ai demandé clairement sur les piscines. On m'a dit oui, on va le faire. Alors moi, je suis comme Saint-Thomas, je crois ce que je vois. Je suis pas non plus le plus revendicatif, parce que je pense pas qu'en un mois on puisse lancer ce genre de choses, mais je pense que d'ici un an, si je vois qu'on n'a pas bougé sur le sujet, je risque de monter au créneau. Sauf que quand on monte au créneau, il faut être suivi, et j'espère que, et là c'est pas un problème de couleur politique, qu'on arrivera à fédérer un certain nombre d'élus sur le sujet pour sensibiliser quand même les responsables à la fois politiques mais aussi administratifs de certaines collectivités ou établissements publics pour se mobiliser et trouver des solutions. Je rappelle juste une chose, pourquoi y a-t-il eu des piscines de créer? C'est la base. Les piscines datent du plan piscine des années 70, puisque les gamins, on avait eu des résultats médiocres au JO, c'était 68 je crois. Je ne suis pas un spécialiste du sport, 68. Non, c'est Mexico. Comment? 68, c'est Mexico. Donc voilà, mais il y a eu des JO à cette époque-là, fin des années 60, début des années 70, où on a eu des résultats catastrophiques. Et à l'époque, notamment en natation, l'époque a été dit qu'il faut développer des équipements de natation de proximité pour l'apprentissage de la natation.
L'État a débloqué des fonds, il a fait un appel de concours à des architectes, il y a eu des piscines retenues, tournesol, canetons, j'en passe, plein soleil, et les communes qui ont répondu favorablement ont participé, ont reçu des aides de l'État à l'époque pour créer ces équipements, qui au départ devaient être limités à l'aspect pratique. Bien sûr, les maires, et je peux le comprendre aussi, ont voulu développer, on dit voilà, il faut aussi peut-être des associations pour faire vivre ces piscines, il faudrait peut-être aussi l'ouvrir au public pour ramener un petit peu de recettes sur le fonctionnement, et voilà, ça correspondait à une époque, ça correspondait aussi, quand je dis une époque, de manière générale, à une mentalité, à des besoins d'une époque, mais aussi à des moyens d'une époque. Aujourd'hui, on n'est plus dans les mêmes circonstances. Or, vous allez le voir dans le diapo que je vais vous présenter très rapidement après, cet équipement, on en a besoin. Ça fait partie du rayonnement de la commune et ça amène une certaine attractivité sur la commune, en plus de l'emploi et de tout ce qui a été abordé auparavant. Voilà un petit peu ce que je pouvais répondre sur l'aspect piscine. Merci d'avoir répondu, mais c'était pas une question, c'était simplement un constat. Mon cher appelé, donc c'était un constat. Ça, je vous invite, M. Bouvard, à le faire partager et à le faire savoir à Madame la Présidente de Valenciennes Métropole. Non, mais simplement aussi pour dire qu'il faut parler des piscines, il y a aussi les partenariats publics-privés. Et aujourd'hui, le principal partenaire de la Fédération française de natation, c'est quand même Eiffage. C'est le premier. Donc, à mon avis, on a vraiment un partenaire idéal, d'autant plus que la Gaule n'a pas été avare au niveau des travaux faits sur l'ensemble de son territoire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une piste à creuser, sans vouloir nager dans les eaux troubles? Absolument, c'est quelque chose à avancer. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une petite commission de travail qui se mette en place à l'aglo sur ce sujet. Bon, voilà, on verra ce que ça donne. Je sais bien qu'aujourd'hui, un mois après cette réunion, ça ne peut pas être mis en place. Maintenant, on ne va pas nous ressortir en 2018 ou 2019. Ah bah tiens, on va lancer une petite étude, parce qu'un an ou deux avant, il y a des élections, et puis on va aller faire des promesses démesurées. Voilà. L'idée, c'est que les promesses, c'est pas pendant les campagnes électorales, les promesses et la gestion, c'est aussi durant le mandat. Et je pense qu'il y a des gens qui se sont engagés pour être élus et pour faire des choses à tous les niveaux. On attend de leur part, avec les contraintes qu'on connaît, qui sont différentes des nôtres, mais où il existe des contraintes aussi, et un univers compliqué, on attend de leur part des prises de position et des choix politiques clairs. Maintenant, effectivement, moi, dans cette réunion sur les sports, alors malheureusement, il n'y avait pas beaucoup d'élus, c'était plus des techniciens du service des sports. Là aussi, on doit avoir une réflexion générale. Où est le rôle de l'élu? Est-ce que ce genre de réunion, pour moi, c'est plus le rôle des élus en étant accompagné avec des techniciens? Mais là, c'est des techniciens. Vous comprenez que les techniciens, ils n'ont pas été élus pour appuyer sur des compétences. Eux, ils viennent, ils disent oui, ils apprennent ce qu'il y a à faire, et puis voilà. Malheureusement, voilà. Mais le peu d'élus qu'il y avait là, lorsque je suis intervenu, à part le maire de Condé-sur-Escaut et des élus de Saint-Saulve, forcément, ils sont concernés. Condé, une piscine fermée, et Saint-Saulve, ils ont une piscine aussi, qui sont un petit peu montés au créneau avec moi sur le sujet. Les autres élus n'ont pas forcément été très sympathiques sur ma vision des choses, parce que forcément, eux n'ont pas de piscine, n'ont pas cette problématique-là, et l'argent de l'agglo qui irait dans les piscines n'irait pas dans les équipements de leur commune. Sauf qu'à un moment, là, ce sont des choix politiques. Est-ce qu'on fait les piscines? Oui. Est-ce qu'on les fait pas? Voilà, c'est choix. Quel choix on fait? Donc c'est très bien qu'en faisant un choix, il est au détriment d'un autre. Maintenant, comment on fait éveiller une conscience collective là-dessus? Je pense que la conscience collective, elle va s'éveiller quand on va demander à ces communes-là de mettre la main au porte-monnaie. Je m'explique. Quand on va commencer à dire à ces communes-là, ok, venez à la piscine de Quiévrochin, venez à la piscine de Saint-Saulve, puisque c'est les deux qui sont mises en place, et puisque ces communes-là sont obligées de recourir à nos équipements, il n'y en a pas d'autres, donc ils sont obligés de recourir à nos équipements. Dès que Saint-Saulve et Quiévrochin vont commencer à se mettre d'accord sur une politique tarifaire, sur l'accueil des publics scolaires, et une politique tarifaire offensive, c'est-à-dire que vous êtes obligés de passer par nous, ok, on impose les prix. Ah, vous voulez pas imposer les prix ou quoi que ce soit? Ben, on se répartit la charge, on fait des piscines et puis tout le monde participe. Soit vous payez bien cher des lignes d'eau, et vous êtes obligé de les payer, puisque c'est une compétence en termes d'éducation nationale, l'apprentissage de la natation. Ou soit vous dites, ok, on garde des lignes d'eau à des prix raisonnables, par contre, on prend la main, on met la main au porte-monnaie, et puis on participe, on met au pot. Ce sera un choix. Maintenant, il ne sera pas que parce que 2 conseils municipaux de communes se mobilisent. Qu'est-ce qui représente les communes de Quiévrochin et les communes de Saint-Saulve en termes de poids et de Condé-sur-Escaut, s'il faut, en termes de poids de conseillers communautaires à l'agglo? Je pense que là-dessus, alors on est mis sur le problème politique, mais il y aura une prise de conscience de la part d'élus. La première base, c'est de faire un groupe de travail et de travailler sur le sujet. La deuxième base, c'est de dire, voilà, il y a un rapport sur ce groupe de travail qui fait qu'on doit prendre des préconisations et faire des choix, comme ce soir. L'audit, c'est dire, il y a un groupe de travail qui est mis en place pour gérer un audit. On a un rapport, on doit prendre des décisions. Après, la phase politique, c'est quelle décision on va prendre.
Voilà un petit peu sur la question. Maintenant, je ne suis pas président d'agglo, je ne suis pas vice-président, je suis pas... Voilà un petit peu pour les questions. Je vais enchaîner plutôt sur la partie présentation stratégie de développement de la commune. Parce qu'on arrive déjà aux alentours de 20h et on n'est pas là pour rester des heures et des heures. Alors, la stratégie... C'est Maxence qui gère celui-là. La stratégie de développement de la commune. Alors, bien sûr, ça c'est un exemple. C'est un objectif qu'on se fixe en prenant en compte les contraintes qu'on vient de vous expliquer d'un point de vue financier, d'un point de vue juridique. Mais comment demain, on peut jouer clairement sur le développement de notre commune. Alors, quel devenir pour Kievrocha? Ça fait vraiment Nostradamus, mais c'est pas le but. Alors, un constat aujourd'hui, c'est qu'on est une ville, et on sera une ville à vocation résidentielle. Je veux dire, on n'est pas des communes comme Onin, ou des communes encore comme Marly, qui ont un potentiel foncier, qui peuvent accueillir de grosses industries. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas de Kievrocha. Donc, la fonction principale de la ville sera une ville avec une fonction résidentielle. Ce travail-là, il se base sur une chose, ce travail-là a été réalisé par mes soins, avec l'accompagnement. Alors, j'ai eu la chance d'un ancien professeur que j'avais eu à la fac, qui aujourd'hui qui a été consultant à la DATAR, et qui m'a donné un bon coup de main sur le sujet. Donc, on est une ville à vocation résidentielle. On est une ville de taille moyenne, on est en marge de l'agglomération centrale qui est Valenciennes, et on est une ville frontalière. On n'est pas une ville périphérique de Valenciennes, on n'est pas accolé à l'agglo de Valenciennes, à la ville de Valenciennes, on est plutôt en marge, on n'est pas non plus dans la Cambrousse. On est aussi une ville frontalière, sauf que la frontière aujourd'hui, elle nous apporte plus d'inconvénients que d'avantages. Le développement économique de la commune est basé sur des petites et moyennes entreprises artisanales ou tertiaires, avec du commerce de moyenne surface, Match, Hugo, Carrefour Market et j'en passe, et du commerce plutôt traditionnel, c'est la petite boulangerie ou l'épicier du coin. Le potentiel de la commune en termes de foncier est encore important. Il y a des communes aujourd'hui qui ont plus 1 hectare ou 1 mètre carré disponible pour construire et se développer. Mais le grand handicap de notre commune est connu depuis des années, ce sont les friches industrielles et la pollution. C'est-à-dire qu'on possède un potentiel foncier important, mais ce potentiel foncier est aujourd'hui fortement handicapé par la pollution. Et je sais que si on doit investir pour aménager ces zones, il y a des frais énormes de dépollution. Voilà un petit peu pour l'état des lieux de la commune. La stratégie de développement, 4 objectifs. Une ville attractive et reconnue. Maintenir le nombre d'habitants, puisque le nombre d'habitants joue à la fois sur la vie de la commune, mais aussi dans la prise en compte des dotations. On disait tout à l'heure, nous y sommes fort dépendants. Si on perd des habitants, on perd des dotations. On parlait tout à l'heure des Suresco, ça a été le cas. C'était une commune de plus de 10 000. Ils sont passés en dessous de 10 000 habitants. Ils ont toujours autant de dépenses de personnel, etc. Tout ça, sauf que les recettes, en passant de 10 000 à moins de 10 000, c'est plus du tout les mêmes. Donc il y a un objectif de maintenir le nombre d'habitants. Attirer de nouvelles familles aussi pour continuer à développer la commune, et puis attirer de nouvelles familles pour avoir des enfants dans les écoles et compagnie, ça c'est sûr, de nouveaux foyers fiscaux aussi. Attirer des petites et moyennes entreprises et des services publics. Bon, je vois des fois des communes, des petites communes qui ne sont pas forcément en agglomération, mais qui accueillent des services publics. Des fois, ça peut être que des bureaux. Un exemple simple, à Onin, il y a les services du conseil départemental, l'UTPAS, qui est sur place. Pourquoi ne pas avoir des petits services publics déconcentrés qui soient dépendants du département, de la région, même de l'État. 5 axes de développement. La sécurité, la fiscalité, le cadre de vie, les services et équipements et l'animation, la vie sociale de la commune. Le premier axe, c'est l'axe sécuritaire. Alors, c'est résumé, l'image d'une ville passe par sa capacité à ce que chacun puisse vivre en toute sérénité et puisse se sentir en sécurité chez lui et sur le domaine public. C'est l'ambiance générale. On vient dans une commune parce qu'on y est bien, on ne se fait pas cambrioler tous les 4 doigts, on ne se fait pas agresser à tous les coins de rue et on peut laisser les enfants jouer sur le square sans s'imaginer qu'ils vont revenir sans le ballon de foot ou sans le vélo avec lequel ils sont partis. C'est important. Le deuxième axe, c'est l'axe fiscal. Pour investir et proposer des services publics de qualité et des équipements, la commune a besoin de ressources financières, on l'a vu précédemment. Trouver le bon équilibre entre pression fiscale raisonnable et bonne gestion des deniers publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à augmenter la pression fiscale sur les habitants, parce que quelqu'un qui voudra investir avec les prochains, une entreprise, un habitant, il va regarder les impôts qu'il va payer à l'avenir, et s'il voit qu'il se fait assassiner, il n'ira jamais dans les communes. La deuxième chose, c'est que
nos services, pour garder des services de qualité, il faut qu'on ait encore des recettes raisonnables dans les caisses de la commune pour pouvoir les financer. L'axe cadre de vie, aménagement du territoire. Alors même chose, l'image d'une ville passe aussi par la qualité de ses espaces publics. La politique d'aménagement du territoire doit s'équilibrer entre préservation du cadre de vie et création de nouveaux espaces de vie de qualité tout en gérant les existants. Alors là, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit gérer les voiries, les espaces publics existants, parce que forcément, les habitants habitent la commune et ont le droit à un minimum de propreté sur la ville de Thiers-Rochin. Mais on doit aussi travailler sur de nouveaux espaces qui ont déjà été entamés sur le mandat précédent et les terminer, voire en créer d'autres. Tout cela, encore une fois, dans un contexte financier tendu, parce qu'il faut bien aménager des voiries et compagnie, et dans un contexte, législatif compliqué, les schémas de cohérence territoriale, tout ce genre de choses, qui font qu'aujourd'hui, on ne peut plus manger forcément de la terre agricole, qu'on nous demande de faire de la densité urbaine. On n'émage plus une ville comme avant. Avant, on rachetait, surtout dans les petits villages, on rachetait 20 hectares de pâture, on cherchait un lotisseur, il construisait des maisons et tout allait bien. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est plus aussi facile que ça. L'axe 4, les services et les équipements divers. On dit une ville à la campagne. Une ville à la campagne, c'est une commune qui apporte les avantages d'un cadre de vie bucolique. Alors là, on se dirait dans la petite maison dans la prairie, mais on le disait tout à l'heure en termes de cadre de vie, une qualité en termes de cadre de vie, mais qui propose également des services divers et des équipements de proximité et de qualité, qu'ils soient privés, des commerces, etc., ou qu'ils soient publics, écoles, piscines, équipements sportifs. L'idée, c'est de se dire, alors bien sûr, dans la mesure d'une commune de 6 000 habitants, on ne peut pas avoir les équipements d'une commune de 10 ou 15 000 ou 20 000, mais d'avoir des équipements en bon état et des équipements qui font qu'une famille ou une société qui veut s'installer à Thiers-Rochin sait que demain, elle va avoir des enfants ou quoi que ce soit. Il y a des associations, il y a une salle de sport à côté, il y a une piscine, il y a des écoles. Elle n'a pas besoin de prendre sa voiture et de faire 20 km pour aller acheter une baguette. Il y a tout ce qu'il faut aux alentours. Donc à nous de le maintenir et de continuer de développer cet axe-là. Le dernier axe, c'est plutôt l'animation et les animations et la promotion du territoire, ce qui est assez important. Faire vivre sa ville pour la promouvoir afin que chacun s'y sente bien. Donner une image positive d'une ville sympathique et dynamique, ça c'est le reflet qu'on a, c'est-à-dire c'est le bouche à oreille. Aujourd'hui, les gens ont plus tendance à dire « Oh, Thiers-Rochin, c'est la cata, c'est dégueulasse, c'est de la délinquance, il se passe ci, il se passe ça. » Alors que non, c'est à nous de mettre en place à la fois une stratégie de communication positive pour montrer plus nos atouts et des inconvénients, on en a, mais surtout nos atouts qui sont souvent très peu mis en avant, mais c'est aussi à nous de travailler sur les personnes ou les faits qui font qu'on a une image négative, comment on peut solutionner ces problèmes-là, notamment la délinquance et cette réputation qu'on a. Donc comment travailler là-dessus? Les constats et les enjeux. Actuellement, sur la sécurité, on a un petit constat. Bon, il y a une impression d'abandon par les services de police, ça c'est général en France. Je veux dire, sur la commune, vous avez vu dernièrement des interventions que j'ai pu faire qui ont été relayées dans la presse, mais l'État, et c'est un avis personnel, se désengage clairement sur les questions de sécurité et d'ordre public. Alors, c'est une répercussion, que ce soit de droite ou de gauche, c'est une répercussion de l'RGPP qu'on disait tout à l'heure, un fonctionnaire sur deux qu'on ne remplace pas, et c'est aussi un manque de volonté, je pense à un moment, de mettre des moyens sur des services fondamentaux et basiques de l'État. Voilà, ça c'est un effet. Alors, en sachant qu'il y a des renforcements ces derniers temps, effectivement, il faut de temps en temps les relayer dans la presse pour avoir une voiture de police qui passe un peu plus souvent. Bon, c'est pas ça qui solutionne tout, mais voilà. On a une police municipale en sous-effectif, parce que je pense que la sécurité, ça peut passer par de la vidéoprotection, des mesures de bon sens et des actions de prévention, mais ça passe surtout par un travail de terrain. Et aujourd'hui, on sait que 2 policiers municipaux, je ne peux pas faire fonctionner un service de police municipale de 8h à 22h ou décaler le week-end, parce qu'ils ne sont pas en effectif. Il y a des normes qui font qu'il faut être 3 après 19h, enfin, je vous passe les détails. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une action significative de la police municipale. Les bandits, c'est pas 9h du matin, on court après. Généralement, les petits problèmes de délinquance ou les voitures qui brûlent ou quoi que ce soit, je peux vous dire, quand mon téléphone sonne, c'est entre 22h et 2h du matin. Donc voilà, maintenant, on ne peut pas se permettre d'avoir une police municipale qui est là 24/24 non plus. À ce moment-là, à moins que les habitants le veuillent, mais à ce moment-là, je supprime 10 postes dans différents services, et puis les postes que j'ai supprimés là-dedans, je crée 10 postes en police municipale, mais ce sont des choix. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui une des solutions à ce sujet. Le dernier point, c'est la petite délinquance qui nuit à la tranquillité publique. Alors, les motos, ça on connaît, les rodéos en voiture, les trafics en tout genre. Sur ce sujet-là, effectivement, quelqu'un qui vient dans la commune, qui vient pour visiter une maison, pour acheter une maison, qui tombe un vendredi après-midi,